Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Guillaume Michel, je suis le directeur du groupement bio des Côtes d'Armor. On est ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire autour de l'échéance que sont les élections municipales 2026 et l'idée de vous partager notre ambition et les enjeux en lien avec l'alimentation des citoyens de vos territoires que nous allons explorer au travers de ce webinaire. Nous sommes quatre intervenants pour ce webinaire et mes collègues se présenteront au fur et à mesure des parties pour lesquelles ils interviendront. Donc concernant les objectifs de cette visio, l'idée c'est de vous présenter notre réseau GapFrab comme le partenaire de la transition agricole et alimentaire qui est au service des territoires, des communes, des communautés d'agglo dans le cadre des élections municipales à venir. Voilà. L'autre objectif évidemment c'est de vous inspirer, de vous donner l'envie d'intégrer l'agriculture bio et ses enjeux dans vos programmes, afin ensuite de pouvoir les mettre en œuvre pour les 6 ans qui s'ouvriront après les élections. Cette inspiration, elle sera complétée d'exemples pour vous illustrer en quoi concrètement des équipes municipales, des équipes communautaires peuvent avoir une action positive vis-à-vis d'une alimentation bio de qualité et locale. Et enfin, l'idée, évidemment, c'est aussi que vous puissiez faire le lien entre vos projets et puis les compétences dont on dispose et qu'on puisse travailler ensemble par la suite si vous le souhaitez. Pour poursuivre, on a intitulé ce webinaire Nourrir nos habitants, un enjeu d'avenir. Deux questions centrales autour de ça que l'on va essayer de traiter. C'est déjà, dans un premier temps, vous êtes sans doute un public potentiellement sensible à ces sujets. Vous venez chercher de l'information, donc l'idée, c'est quand même de vous rappeler en quoi l'agriculture biologique est une réponse stratégique aux enjeux d'avenir que vous aurez si vous êtes élu à dépasser dans le cadre de votre action communale et intercommunale. Et ensuite, l'idée, ça va être de voir en quoi, en tant que commune et intercommunalité, vous avez les cartes en main, vous disposez de leviers pour agir sur des questions d'alimentation, de qualité, d'agriculture biologique locale. Voilà un peu les deux grands caps. Donc notre webinaire va se dérouler en 4 parties. On va quand même vous donner quelques éléments complémentaires sur notre réseau si vous ne nous connaissez pas suffisamment. Ensuite, on réexplicitera, comme je disais, les enjeux et la pertinence de soutenir la bio. Puis, on vous partagera nos ambitions, illustrées d'exemples. Et enfin, on vous donnera nos contacts. Voilà, je propose maintenant à mon collègue Jérôme de prendre la main. Merci Guillaume. Donc, je vais vous présenter notre réseau d'agricultrices et d'agriculteurs bio, puis vous transmettre aussi quelques chiffres clés sur les filières de l'agriculture bio, afin que vous y voyez un petit peu plus clair. Alors, moi, je suis Jérôme Lepape, je suis chargé de mission territoire au groupement des agriculteurs bio du Finistère, donc le GAB 29, donc c'est l'échelon départemental de notre réseau. Donc on va retrouver un GAB dans chaque département de Bretagne et de France. Particularité du 29, vous avez vu sur la slide, on a aussi dans le Finistère la MAB 29, la Maison de l'Agriculture Bio, qui s'occupe en lien avec le GAB de tout l'aspect aval du développement de la bio, en lien avec les transfos, les consos et la distribution, chose que dont les autres GAB ont regroupé dans l'ensemble de leurs compétences. Donc on va retrouver à l'échelon régional donc la Fédération régionale de l'agriculture bio, donc la FRAB, qui elle va maintenir le lien avec les institutions régionales comme le Conseil régional ou l'ADRAF par exemple. Et puis on a une tête de réseau, la Fédération nationale de l'agriculture bio, qui va elle faire le même travail donc à l'échelon national, notamment avec les ministères et le lien aussi avec les politiques de l'Europe. Donc, ce qu'il faut retenir sur notre réseau d'agricultrices et d'agriculteurs bio en Bretagne, c'est qu'on a 6 structures et qui est composée d'environ 80 salariés, des techniciens, des chargés de mission. On rentrera un petit peu plus en détail tout à l'heure dans nos missions et nos compétences propres.
Mais voilà, 80 salariés qui sont dédiés au développement de la bio et de ces filières sur les territoires bretons. Je vous présente aussi un réseau qui a été monté par la FNAB il y a une dizaine d'années, qui est le réseau des territoires bio. Donc là, pour la peine, c'est un réseau composé uniquement de collectivités, de communes, d'intercommunalités, d'agglos. Ce réseau a été monté au départ pour un peu parler principalement des problématiques et des politiques en lien avec la qualité de l'eau. Et petit à petit, en fait, s'est transformé en réseau de territoire sur l'ensemble des politiques publiques qui pouvaient intégrer l'agriculture bio dans ses outils. On a trouvé intéressant d'animer ce réseau-là parce que on a vite compris que les collectivités avaient ses propres règles, ses propres questionnements et problématiques. Et il nous semblait primordial que ce soit des collectivités qui puissent s'apporter des réponses adaptées à toutes ces problématiques et réglementations. Au-delà de ça, ce réseau Territoire Bio, il peut vous intéresser aussi parce que c'est un réseau, je dirais, d'idées. Deux fois par an, toutes ces collectivités se retrouvent pour échanger de leur retour d'expérience et éventuellement euh, impulser des dynamiques sur d'autres territoires. Et ça nous arrive régulièrement d'organiser des visites de territoires pour balayer les différents projets qui ont été mis en place dans l'année. Sur ce territoire bio, Laurent, dans le chat, vous met le lien. Et de toute façon, vous retrouverez l'intégralité des sources et des liens dans le PDF qu'on vous enverra à la suite de ce webinaire par mail. Quelques chiffres clés de la production bio en Bretagne et en France. Voilà, la Bretagne, c'est la sixième région en nombre de fermes et la hop, excusez-nous, et la huitième ferme en termes de surface bio. On voit qu'entre l'échelon régional et national, on est à peu près dans les mêmes ordres d'idées, hein, 10% de la surface agricole est en agriculture biologique et environ entre 15 et 16% des fermes sont certifiées en agriculture biologique. Juste à noter bon, vous avez ce chiffre-là, à peu près 4200 fermes en Bretagne sont en bio et un peu plus de 60 000 en France. Ce qu'on peut retirer quand même comme expérience des dernières années sur l'Observatoire de la production, c'est la crise de la bio qui nous a fait connaître pour la première fois depuis que la démarche agriculture biologique est créée une baisse des surfaces. Donc entre 2022 et 2023, on a connu une baisse d'1% de l'ensemble des surfaces bio, avec quand même un solde positif sur le nombre de fermes. On a plus d'installations et de création d'entreprises en bio que d'arrêts, notamment dynamisé par la dynamique sur l'installation. On garde une très bonne dynamique sur l'installation, avec depuis jusqu'en 2024, on avait une installation sur deux aidée qui se faisait en agriculture bio, sachant qu'il y a une bonne partie qui sont des installations non aidées aussi, qui sont souvent des profils qui vont vers l'agriculture bio. On a une petite baisse sur 2025, on est plutôt sur une exploitation sur trois, peut-être des reports de dossiers, parce que l'année 2024 était assez importante en termes de nombre de dossiers, mais on voit que c'est un modèle agricole qui attire, avec souvent des projets voilà, qui sont portés par des envies de sens dans les projets agricoles. Avant de passer la main à Julien sur le pourquoi l'agriculture bio, je voulais juste vous rappeler quelques bases, quelques fondamentaux. La bio, une démarche qui est inscrite dans un cahier des charges réglementaire, qui est encadré au niveau européen, qui est contrôlé, qui est chapeauté par les États membres, donc par l'État français chez nous, qui n'est pas une marque, c'est bien un cahier des charges réglementaire dans lequel est inscrit un nombre très précis de règles techniques. Dans les plus connues, on va retrouver l'interdiction de produits phytosanitaires de synthèse, l'interdiction de fertilisation minérale, donc en bio on n'utilise que de la fertilisation organique, pas d'OGM, un lien
obligatoire avec le sol, donc que ça soit dans nos productions végétales, mais aussi un lien entre l'élevage et des surfaces dédiées pour nourrir cet élevage, le désherbage chimique interdit, et puis, parce que je parlais d'élevage, bien sûr, l'alimentation du bétail en bio uniquement. Voilà. Avant de passer la parole à Julien, Laurent, juste un petit point sur les questions ou remarques dans le chat, peut-être. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, n'hésitez pas à les garder sur un petit coin de papier. On pourra y revenir tout à l'heure et je laisse Julien poursuivre. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Bastide, chargé de mission alimentation et territoire au GAB du Morbihan. Maintenant, je vais vous parler pourquoi soutenir et développer l'agriculture biologique. Alors, si vous êtes ici, c'est que sans doute vous êtes déjà un petit peu convaincu, mais donc je vais passer assez rapidement, mais on va quand même rappeler quelques chiffres avant d'aller sur le comment, et notamment sur les exemples de ce qui a été mis en place dans un certain nombre de municipalités. Alors, les bénéfices de l'agriculture biologique sur votre territoire, ils sont multiples, hein, vous les voyez là à l'écran. Je vais les détailler rapidement. Santé, biodiversité, changement climatique, fertilité des sols, etc. Le premier motif, c'est la santé. C'est souvent la première raison pour laquelle les gens choisissent l'agriculture biologique. Nous, on aime bien rappeler que l'agriculture biologique protège d'abord ceux qui produisent la nourriture, donc les agriculteurs. L'agriculture biologique réduit l'exposition aux pesticides et aux maladies professionnelles des agriculteurs et des agricultrices. Il faut savoir que la maladie de Parkinson et certains cancers sont reconnus comme maladies professionnelles pour les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires, des pesticides et des engrais de synthèse que n'utilisent pas les agriculteurs biologiques. Il y a également la question de la santé des citoyens. Et là-dessus, moi, j'aime bien citer un chiffre fort. Il y a une étude de 2018 qui a été réalisée par l'INRA, l'INSERM, Paris 13 et le CNAM, qui révèle que 25% du risque de cancer, une diminution de 25% du risque de cancer a été observée chez les consommateurs réguliers d'aliments bio par rapport aux personnes qui en consomment moins souvent. Donc voilà, je pense que ça dit beaucoup. Évidemment, on vous fournira les sources de tout ce qu'on vous dit. Tout ce qui est là se retrouve dans un argumentaire qui a été réalisé par la FNAP, donc notre fédération nationale dont a parlé Jérôme tout à l'heure. Et puis, il y a en outre des bénéfices nutritionnels. Donc, l'agriculture bio protège la santé, mais en plus, elle apporte plus de nutriments. Il a été prouvé que les aliments bio contiennent plus d'antioxydants et provoquent moins de risques de diabète. Sur le volet biodiversité, alors d'abord un constat, certains d'entre vous le savent peut-être, mais en 30 ans, la population d'oiseaux a diminué énormément et la population d'insectes a également énormément diminué en Europe. Et le bio est une réponse à ça, puisque l'interdiction des pesticides et des engrais chimiques permet de retrouver plus 32% d'individus et plus 23% d'espèces sur les parcelles bio. Autre bénéfice de l'agriculture biologique, c'est la qualité de l'eau qui parlera sans doute aux élus locaux ou aux candidats que vous êtes, puisque c'est une compétence des collectivités locales de fournir la population en eau de bonne qualité. Il faut savoir qu'entre 1980 et 2024, un tiers des captages d'eau potable ont été fermés en France, souvent à cause des pollutions liées aux pesticides et aux nitrates. Et en interdisant les engrais chimiques et les pesticides sur les aires de captage, on obtient des bien meilleurs résultats, évidemment. Il y a même certaines collectivités qui favorisent, voire qui financent les agriculteurs et les agricultrices qui sont sur les aires de captage pour qu'ils passent en bio, ce qui leur fait réaliser des économies, puisqu'en fait tout ça a un coût, évidemment, on va y venir après. Sur le volet fertilité des sols, la bio améliore énormément également la biologie des sols dans plus de 70% des cas. Et on observe que, évidemment, en bio, la contamination des sols par les pesticides et les engrais chimiques est- est beaucoup moins importante. Elle n'est pas totale, puisque malheureusement, ces produits chimiques sont volatiles et contaminent parfois les sols bio. Alors, c'est souvent d'ailleurs une critique qui est faite à la bio, c'est que malgré tout, comme les engrais sont volatiles, ils peuvent arriver dans des terres bio. C'est vrai, mais malgré tout,
évidemment, quand on n'utilise pas ces produits, ben, on en retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dans les sols bio. Un autre chiffre fort, je pense, c'est le chiffre des gaz à effet de serre, de l'émission de gaz à effet de serre liée à l'agriculture. 20% de l'émission des gaz à effet de serre français sont liés à l'agriculture. Et dans ces 20%, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le transport des aliments qui est prépondérant, c'est la fabrication et l'épandage des produits phytosanitaires. Souvent, on entend souvent, ah bah oui, moi je préfère consommer local parce que quand je consomme local, bah, les produits ne circulent pas et donc ça fait moins de gaz à effet de serre. Eh bien, c'est faux. Euh, dans la mesure où une grande partie de ces gaz à effet de serre qui sont liés à l'agriculture proviennent de la production et de l'épandage. C'est-à-dire quand on épand des engrais et des pesticides sur les terres, ça dégage des gaz à effet de serre. Sauf que ça, on ne le voit pas. On voit les camions qui roulent sur la route, qui transportent les aliments ou les bêtes, mais on ne voit pas évidemment les gaz à effet de serre qui sont relâchés par l'épandage de produits phytosanitaires. Alors tout ça a un coût, hein, je le disais. C'est ce qu'on appelle les coûts cachés de l'alimentation. Il y a une étude récente qui s'appelle l'injuste prix de notre alimentation et qui chiffre à près de 20 milliards d'euros, donc 19 en l'occurrence, le coût minimum des impacts négatifs de notre système alimentaire. Les impacts sur la santé, on en a parlé. Alors ça concerne aussi le diabète, on en a parlé, mais aussi l'obésité, etc. Les impacts environnementaux et les impacts sociaux. Voilà, donc près de 20 milliards d'euros qui sont supportés en grande partie par les collectivités et par l'État. Alors, pour aller sur du positif, parce que là, on est sur du négatif, mais il y a aussi du positif dans l'agriculture biologique, et ça concerne peut-être même encore davantage les collectivités locales. Il y a la question de la dynamisation de l'économie locale. Il est prouvé également que l'agriculture biologique génère plus 30% d'emplois. Parce qu'évidemment, quand on est obligé de se passer quand on s'astreint à se passer de produits chimiques, eh bien, il faut plus de bras. Et donc, les fermes bio emploient 30% de main-d'œuvre et beaucoup de fermes bio pratiquent la vente à la ferme, les circuits courts. Et donc, plus mécaniquement, plus vous avez de fermes bio sur votre territoire, plus vous développez eh bien, le commerce sur votre territoire et la possibilité pour les habitants d'avoir accès à des produits locaux. Dernier chiffre pour terminer. 50% des nouveaux installés aujourd'hui en agriculture sont en bio. C'est-à-dire qu'un jeune installé sur deux aujourd'hui est en bio. Donc le bio, c'est vraiment une grande partie de l'agriculture de demain. Et puis c'est à nous, c'est à vous de faire en sorte d'accompagner ces jeunes agriculteurs et agricultrices qui souhaitent s'installer en bio. Est-ce qu'il y a, Laurent, s'il te plaît, des questions ou des remarques sur le chat par rapport à tout ça? Il y Alors en je a vois. Oui, une vas-y. à l'instant, mais que je n'ai même pas eu le temps de lire. Ça concerne la question des défis alimentation Oui, dans le dans le Finistère. Finistère. Peut-être Alors, qu'on pourra y répondre à la fin, celle-ci, vu que ça concerne quelque chose d'un peu particulier. Ça Ouais, vous va, les on collègues? en parle après les exemples, ouais. Oui, Ouais, Ok, tu dis on ok, a. la ça même marche. chose. Donc, je poursuis et je termine en introduisant la partie suivante. Quelles ambitions pour la bio? En l'occurrence, là, on est sur le comment. Après le pourquoi, c'est le comment. Donc, comment vous, futurs élus, peut-être élus déjà en place aujourd'hui ou en place demain, vous pouvez favoriser l'agriculture biologique. Ben, nous, on voit ça sur quatre axes. Il y a un premier axe qui est la question de la restauration. Évidemment, les cantines en premier. Alors ça, c'est une compétence obligatoire de la commune, hein, la restauration des écoles primaires. Et donc là-dessus, bah, vous avez un levier tout désigné, un levier énorme de développement de l'agriculture biologique, parce qu'évidemment, si vous consommez davantage si vous commandez davantage de produits bio et locaux pour la cantine, eh bien, mécaniquement, ben, c'est des produits des agriculteurs de votre commune ou des communes limitrophes. C'est aussi un signal positif que vous envoyez aux jeunes qui s'installent. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont s'installer en se disant, ah oui, je sais que que la commune où je veux m'installer, elle commande des produits bio. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a la question du foncier. Il faut savoir qu'il y a un énorme enjeu, on va en reparler, hein, c'est qu'il y a énormément près de la moitié des agriculteurs qui seront à la retraite dans les prochaines années. Donc il y a un enjeu à ce qu'il y ait du foncier disponible pour les jeunes agriculteurs.
Et puis, vous avez du foncier aussi. C'est-à-dire, quand je dis vous, c'est les communes et les intercommunalités. On n'oublie pas les intercos. Vous avez déjà du foncier. Vous pouvez réserver ce foncier pour des agriculteurs biologiques ou vous pouvez acquérir du foncier pour des projets biologiques. Ça, c'est déjà vu. Ça existe. C'est possible. Vous pouvez accompagner également les changements de pratiques, c'est-à-dire promouvoir des changements de pratiques vertueux et même les récompenser financièrement. Ça existe aussi. Vous pouvez aussi accompagner les changements de pratiques chez les consommateurs, c'est-à-dire que via les activités de la commune, vous pouvez effectivement faire la promotion d'une agriculture plus durable, meilleure pour la santé. Et puis enfin, j'en ai déjà parlé, il y a la question du renouvellement générationnel. Donc il y a cette question de comment est-ce qu'on accueille les jeunes, comment est-ce qu'on accompagne ceux qui vont passer à la retraite à passer à la retraite dans de bonnes conditions pour eux et pour ceux qui arrivent. Et pour terminer, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, on va le détailler dans des exemples, mais ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que là-dedans, on sait bien comment une commune fonctionne, hein. C'est-à-dire que là-dessus, il y a des compétences qui sont obligatoires, comme la cantine, et des compétences qui sont facultatives. C'est-à-dire qu'effectivement, une commune n'est pas obligée de réserver du foncier pour des projets agricoles. Mais comment dire, c'est quelque chose que vous pouvez faire, même si ce n'est pas obligatoire. Il y a une commune dans une région limitrophe qui a créé une politique agricole communale. Ce n'est pas une compétence obligatoire de la commune, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils ont mis en place une politique eh bien, foncière, une politique de mise en relation entre des agriculteurs qui partent à la retraite et des agriculteurs qui veulent s'installer. Et ils ont appelé ça la politique agricole communale, en référence évidemment à la PAC européenne. Donc c'est possible de le faire. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas interdit. Et il ne faut pas sous-estimer, je m'arrêterai là-dessus, le pouvoir symbolique de la commune. Quand une commune affirme des choix, eh ben, elle envoie un message à sa population, à ses partenaires, à ses agriculteurs. Et la commune a un rôle vraiment, là aussi, ce n'est pas un rôle obligatoire, c'est un rôle facultatif, mais un rôle facilitateur dans la mise en place de nouveaux projets, et en particulier la mise en place de projets biologiques. Et je passe la parole à mon collègue Quentin de l'Ille-et-Vilaine, puisqu'on va commencer à détailler des exemples de ce qui a été mis en place dans différentes communes. Oui, bonjour à toutes et tous. Du coup, Quentin Mazeille, chargé de territoire à AgroBio 35. On commence du coup la première partie des actions menées sur la sensibilisation des élèves à une alimentation saine et durable. C'est quelque chose qui est fait soit à l'échelle communale sur l'Aillé, pour exemple, et à l'échelle intercommunale avec Roche-Chauffé Communauté, donc pour l'Ille-et-Vilaine. Et en fait, l'idée là, c'est de vraiment impliquer les élèves sur les enjeux de la transition agricole et alimentaire à travers 3 séances dans l'année sur des programmes qui sont spécifiquement définis, soit sur le lien entre l'alimentation et l'agriculture ou l'alimentation et la ressource en eau. Et c'est une occasion pour les élèves, dans le cadre aussi du programme qui est le programme de l'éducation nationale, de se questionner sur les pratiques agricoles, les interactions avec l'environnement qui nous entoure. Ça permet aussi de créer du lien avec des agriculteurs ou des agricultrices du territoire, donc soit la commune ou autour de la commune ou sur la Comcom, notamment parce qu'il y a des rencontres qui sont organisées sur les fermes dans le cadre de cette sensibilisation. Ensuite, il y a évidemment une animation plutôt pédagogique avec des interactions où les scolaires, donc plutôt CM1, CM2, je ne l'ai pas précisé, vont aller sur des sites naturels, vont aller être sensibilisés au goût pour justement voir vraiment les interactions entre les pratiques agricoles, les aliments qui sont produits et potentiellement faire aussi après le lien avec la restauration collective. Donc voilà, ça c'est le premier exemple sur des actions de sensibilisation des plus jeunes, donc dès le plus jeune âge, à une alimentation saine et durable. Le deuxième axe que nous, on a souhaité mettre en avant, c'est l'augmentation des approvisionnements bio et locaux. Donc à partir de différentes façons. Pour exemple, à Bru, Dol de Bretagne et Rennes, ce sont des communes, là pour le coup, qui ont mis en avant les producteurs et les productrices locaux et bio en proposant un marché dédié, donc les marchés bio, ou en favorisant leur accès sur les marchés de plein vent, de manière générale, grâce à une modification de l'arrêté régissant les règles de marché. Donc ça, c'est quelque chose dont la commune a la compétence, et l'idée, c'est de plutôt que
de mettre en avant des grossistes qui vont revendre des produits qui ne sont pas forcément produits sur le territoire, pas forcément non plus de saison, plutôt laisser la place aux producteurs locaux, producteurs bio, pour voilà, les mettre en avant et favoriser leur pérennité et aussi la pérennité des fermes du territoire. Aquem et Louvigné du désert, c'est pareil, favoriser les approvisionnements bio et locaux sur la commune, mais en facilitant l'installation de nouveaux commerces ou magasins de producteurs qui mettent en avant toujours les produits locaux et bio, et notamment via la mise à disposition ou la location à un loyer plutôt réduit de locaux au cœur du village ou en périphérie pour voilà, favoriser une vitrine des producteurs et des productrices locaux. Et enfin, au niveau plutôt là, intercommunal, que ce soit au Val-d'Ille-Dominier ou sur Rennes Métropole, il y a des campagnes de communication qui peuvent être mises en place pour valoriser les pratiques, les agriculteurs du territoire, valoriser aussi les productions en circuit court. Et ça peut prendre la forme de communication via le magazine intercommunal, les réseaux sociaux, des campagnes d'affichage sur les arrêts de bus, sur les lieux publics, notamment les mairies ou les hôtels d'intercommunalité. Et enfin, des signalétiques verticales en bord de route dans le respect de la réglementation, évidemment. Et j'en ai fini là pour les initiatives sur le 35. Et donc, je vais enchaîner. On traverse la Bretagne pour aller sur Quimper, le territoire de QBO, donc Quimper, Bretagne occidentale, qui porte un PAT dans lequel, de nombreuses actions, il y a quelques actions aussi sur la gestion du foncier. On va avoir deux exemples autour de la gestion du foncier. Une première qui est le projet de la ceinture maraîchère. En fait, Quimper a des terres en zone périurbaine qu'elle a voulu mettre à disposition de maraîchers bio pour s'installer. Donc là, on est vraiment dans le cadre de la volonté d'installer des projets agricoles à proximité de la ville et notamment à proximité des habitations. Il y a aussi une volonté bien sûr, du lien avec la commande publique et la restauration collective, mais il y a le choix de aussi rapprocher la production des habitants et de permettre aux citoyens d'aller à pied ou à vélo rejoindre des exploitations qui sont dans le cœur urbain ou en tout cas en périurbain. Donc là, il y avait deux parcelles qui ont été proposées. Euh, alors, ce pas des projets forcément évidents parce que il y a beaucoup de questions qui se posent évidemment en périurbain et puis sur le fait de la mise à disposition. Ça prend un peu de temps, mais le projet avance. Il y a un nouveau porteur de projet là qui s'est positionné et les discussions sont en cours pour l'installation de cette personne. Je crois qu'il y a des élus de QBO d'ailleurs qui sont avec nous aujourd'hui. Pour ce webinaire. Le deuxième projet, c'est un projet qui est plus en cœur de ville, qui s'appelle le projet Quartier Fertile, où là, pour la peine, ça aboutit à l'installation d'un maraîcher bio qui est au cœur de la ville de Quimper, dans le quartier de Kermoisan, et donc qui peut être en lien direct avec les habitants de la ville et créer un lien de consommation immédiat. Sur le même projet de QBO, je l'ai mis quand même parce que je trouvais intéressant. Il y a la commune de Briec qui a été inspirée aussi pour aller sur un autre angle un petit peu moins habituel. C'est-à-dire la commune a voulu aller aussi sur l'angle des pratiques agricoles en lien avec des questions de biodiversité. C'était vraiment la porte d'entrée et a proposé dans le cadre du PAT de pouvoir ouvrir aussi ces angles-là. Et ça a fonctionné. En fait, le QBO et Briec ont réussi à proposer des projets qui ont été soutenus notamment par la région Bretagne et qui ont permis de mettre en place des diagnostics de biodiversité sur les exploitations, mais aussi dans le parc urbain de Briec. L'idée, c'était de faire vraiment un diagnostic de biodive complet et puis de pouvoir partager les résultats avec les citoyens et de mettre la biodiversité au cœur des discussions. Et dans un deuxième volet, avec les agriculteurs volontaires du territoire, de pouvoir mettre en place un nombre d'actions sur 3 ans, sur des actions agricoles, en lien notamment avec le désherbage mécanique, les alternatives au désherbage mécanique, et avec l'INRA et le GAB, mettre en place des expérimentations sur l'utilisation des PNPP, donc les produits naturels peu préoccupants, dont font partie les décoctions et autres purins d'ortie.
comme alternative en fait aux produits phyto qui peuvent être utilisés en agriculture. Groupe de volontaires composé d'agriculteurs bio et conventionnels avec du transfert d'infos, de compétences. Et l'idée, c'est qu'on avance dans le bon sens avec des pratiques innovantes. Un autre projet qui est un petit peu lié au foncier, mais avec un autre angle, c'est sur la commune de Plougastel-Daoulas, donc près de Brest, une commune qui a racheté 1,3 hectare de terre là aussi en zone périurbaine, non pas pour installer des agriculteurs bio, là, mais pour créer une ferme communale. Avec donc la maîtrise complète, donc c'est vraiment une ferme en régie, une maîtrise complète de la gestion du foncier, des outils de production, et puis donc il y a la partie gestion des compétences salariales, parce que la personne qui est salariée est un employé communal, donc c'est vraiment la commune qui a toute la gestion de cet outil-là. Les objectifs de cette démarche-là, ça va être de créer un lien forcément avec la restauration collective, avec une attention quand même assez importante de la commune de ne pas, je dirais, déstabiliser le travail qui avait été fait pour créer le lien entre la Restauco et les maraîchers bio qui étaient en place. Donc il y a des discussions là-dessus pour peut-être proposer des compléments de gamme ou des productions qui viendraient compléter les productions des maraîchers qui auraient du mal à produire tout parti. Il y a aussi une grosse volonté d'en faire un outil pédagogique, de faire venir les élèves de la commune sur cette ferme pour pouvoir faire le lien entre ce qu'ils mangent tous les jours à la cantine et de la manière dont c'est produit, puis d'ouvrir la porte à des discussions transversales autour de la nature, de la biodiversité, de la terre, de l'agriculture. Donc c'est vraiment aussi au cœur du projet de Plougastel que ça soit un outil pédagogique. Et il y avait des débuts d'envie de pouvoir aussi produire pour la banque alimentaire locale qui avait exprimé la difficulté de trouver des produits frais. Donc en se disant, ben voilà, une belle mission de service public aussi de pouvoir produire des légumes bio locaux à destination de la banque alimentaire pour pallier à ce manque. Et je laisse la parole à Guillaume pour le 22. Oui, donc on va revenir sur une entrée à disposition des collectivités autour de la sensibilisation des usagers, des citoyens, des consommateurs. Il y a eu un premier rapport qui a été fait au travers de l'éducation des jeunes en lien avec les écoles et la commune. Là, on est plutôt sur une action de sensibilisation à l'échelle des consommateurs au sens large, des familles, des enfants jusqu'aux parents, grands-parents. Et c'est un événement que notre réseau porte depuis de nombreuses années qui s'appelle les Petits-Déj Bio à la ferme et pour lequel nous, là, on essaie d'associer aussi les collectivités du territoire avec un soutien à nos côtés. Donc c'est comme ça qu'en 2025, il y a deux agglomérations des Côtes-d'Armor qui ont accompagné le déploiement de cette action. L'idée de cette action, c'est de reconnecter ou de connecter, de faciliter la connexion entre les consommateurs et ce qu'ils ont dans leurs assiettes en lien avec les producteurs de leur territoire. Et on le fait d'une manière, on va dire, ludique et conviviale au travers de la proposition d'un petit déj bio à la ferme à base de produits bio locaux. Et on y adjoint une visite de ferme, des animations ludiques, des marchés de producteurs. C'est aujourd'hui une animation qui est couronnée de succès puisque à notre échelle des Côtes-d'Armor, c'est 5 à 7 fermes chaque année qui ouvrent leurs portes et qui accueillent 2000 à 2500 personnes. Voilà, donc cette action, elle est emblématique et symbolique puisque souvent on parle d'accompagnement des agriculteurs vers l'agriculture biologique, mais tout consommateur qui ne serait pas encore sensible ou qui ne serait pas encore familier d'une consommation bio locale a besoin aussi qu'on lui donne les clés, les clés de compréhension de ce qui se produit sur son territoire et aussi de la manière dont il peut s'approvisionner. Et les petits déj bio sont un moyen de le faire. On n'a pas déroulé cette action dans les exemples ensuite, mais on a une autre action qu'on a déjà menée par le passé qui était des défis foyers à alimentation positive pour aussi accompagner des consommateurs à augmenter la part de leurs achats en bio sur le territoire. Donc voilà, il y a un certain nombre d'actions qui sont fondamentales pour que la demande sur le territoire en produits bio locaux augmente et que derrière, implicitement, ça induise une augmentation de la production. Donc voilà, et ensuite on va enchaîner par une deuxième action autour de l'enjeu de la transmission.
des fermes bio. Ça a été évoqué tout à l'heure. On a aujourd'hui un enjeu majeur en Bretagne puisque 50% des fermes, tous systèmes confondus, seront à transmettre dans les 10 prochaines années. Et l'agriculture biologique, évidemment, est concernée au même titre que les autres agricultures. Ça veut dire aussi que du coup, il y a un certain nombre de fermes qui ont été converties en bio avec de l'argent public et pour lesquelles il y a des risques de non-transmission en bio au moment du départ en retraite de l'exploitant. Aujourd'hui, c'est quelque chose, nous, en tant que réseau bio, qui nous préoccupe et qui préoccupe aussi un certain nombre de collectivités des territoires qui se sont engagées autour du développement de la bio et qui, à défaut, dans un premier temps, d'augmenter les surfaces en bio par la conversion d'installation, aimerait à minima que les fermes et les terres qui sont en bio le restent. C'est dans ce cadre-là, nous, qu'en 2025, on a accompagné à l'initiative de Dinan à Agglomération et Eau du Bassin Rennais sur l'est de notre département, un début de travail auprès des fermes bio du territoire pour caractériser les risques de non-transmission en bio des fermes bio et des terres bio. Et pour l'instant, on est plutôt dans une phase d'analyse, mais le constat que l'on fait, c'est qu'il y a à peu près un tiers des terres bio de ces fermes qui ont un risque de non-transmission en bio, d'après un certain nombre d'indicateurs que l'on a pris en compte dans notre enquête auprès des exploitants. Donc les raisons sont multifactorielles, mais ça montre l'impérative nécessité que collectivement, acteurs du territoire, élus, nous, structures d'accompagnement, trouvions des synergies pour faire la bonne connexion entre ces cédants, les porteurs de projets, et qu'on soit aussi innovant dans la manière de sécuriser cette passation de relais entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc voilà, le travail continue, c'est un enjeu régional, de toute façon, cette question, et même nationale, je dirais, la transmission. Mais vous aussi, futurs élus locaux, vous pouvez être des locomotives pour nous accompagner à relever ce défi de la transmission des fermes bio en bio, et évidemment bien au-delà, puisque notre ambition, c'est pas de s'arrêter aux fermes bio, mais déjà aussi de sécuriser celles qui sont déjà en bio. Voilà pour cette partie autour de la transmission. Je passe la parole du coup maintenant à Julien pour terminer avec le Morbihan. Oui, merci Guillaume. Et pour terminer, justement, avant qu'on ait un petit temps d'échange, deux exemples dans le Morbihan. Le premier échange, on en a déjà parlé sur d'autres territoires, hein, c'est vraiment un des gros enjeux, c'est l'augmentation de la part de produits bio et locaux dans la restauration collective. Là, en l'occurrence, le GAB 56 a accompagné la ville de Questenvers pendant un an et demi avec un diagnostic des menus et des achats, la construction d'un plan d'action co-construit avec les élus et les agents, parce que les agents doivent être, et en particulier le ou les cuisiniers doivent être partie prenante de cette stratégie. Ça se fait pas sans eux, bien évidemment. Et enfin, l'accompagnement de la collectivité à la rédaction et à la publication des marchés, puisque voilà, il y a une manière d'écrire les marchés pour que les paysans bio et les paysannes bio puissent y répondre. Et le résultat, bah, il parle de lui-même, hein. Vous voyez les chiffres, hein. Il y a 900 repas qui sont réalisés par la cuisine centrale de Questenbert. Et pour ces 900 repas, on est passé de 35% de bio à 73% de bio pour un coût du repas qui baisse. Alors là aussi, c'est contre-intuitif, hein, c'est-à-dire que bah, tout le monde dit que le bio coûte plus cher, sauf qu'en l'occurrence, quand une commune, les élus le savent, hein, quand une commune fait enfin, les communes font les repas, et en fait, vous avez le coût matière, qui est le coût de l'approvisionnement, mais le coût matière n'est qu'une petite partie du coût total de repas qui intègre également les aspects RH, gestion des locaux, etc. Et donc, là, en l'occurrence, le coût matière a légèrement augmenté, mais le coût global du repas a diminué, principalement sur deux aspects, la diversification des protéines, et puis surtout, la réduction du gaspillage qui fait vraiment baisser le coût du repas. Voilà pour cet exemple-là. L'autre exemple sur le Morbihan, c'est quelque chose qui a commencé hier, c'est tout chaud. Le premier atelier a eu lieu hier après-midi, j'y étais. Ce sont les ordonnances vertes. C'est quelque chose qui a été lancé par la ville de Strasbourg à l'initiative d'un médecin. Euh, c'est l'idée que, alors on n'en a pas parlé, hein, sur l'aspect santé, mais justement, ça me permet de compléter. Les produits bio ne contiennent pas de perturbateurs endocriniens, contrairement aux produits conventionnels, puisque les engrais, les pesticides, eh bien, contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc, l'idée là, c'est vraiment un projet de santé publique. L'idée, c'est d'inciter très fortement les femmes enceintes à se nourrir et à nourrir leurs nourrissons avec des produits bio pour justement éviter qu'ils soient exposés aux perturbateurs endocriniens.
Alors ça, c'est scientifiquement prouvé. Il y a d'ailleurs un réseau de médecins qui fait la promotion des ordonnances vertes. Ça s'appelle ordonnance verte parce que ce sont les médecins, les professionnels de santé, donc les médecins, mais également les pharmaciens, les infirmiers, les sages-femmes, qui vont prescrire aux femmes enceintes qu'elles voient le fait de se faire livrer toutes les semaines, pendant quelques mois, un panier de légumes bio. Alors, le fait de pouvoir recevoir le panier de légumes est conditionné au fait de suivre un atelier de sensibilisation justement aux perturbateurs endocriniens pour bien ancrer cette conscience-là chez les femmes enceintes. Et là, nous, on a un projet qui est financé par la ville de Vannes et un certain nombre de financeurs liés au quartier politique de la ville, puisque l'expérimentation a lieu actuellement dans le quartier de Querudo. Et on a les premières livraisons qui vont commencer dans 2 semaines, puisque là, on a le groupe de femmes qui est en train de suivre les ateliers qui précèdent le fait qu'elles vont, pendant 6 mois, avoir 15 euros, un panier de 15 euros de légumes bio gratuits à retirer dans leur quartier. Et voilà pour les exemples qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Du coup, on arrive à la fin de ce que l'on avait envie de vous présenter d'un point de vue enjeu, objectif et puis levier d'action illustré. Maintenant, on va peut-être revoir avec toi, Laurane, s'il y a des questions dans le chat auxquelles on peut répondre. Et puis, s'il y a des prises de parole pour des questions orales plus faciles à verbaliser, on va aussi les prendre. On va s'octroyer 10 minutes à peu près et on aura un petit temps de conclusion où on vous apportera quelques éléments sur la manière dont on va continuer notre travail à vos côtés pour faire de la bio un enjeu des élections municipales. Donc, je sais pas, Laurane, si tu souhaites. Eh bien, il y avait une question auquel, alors le GAP 56 a en partie répondu par écrit, mais sur le surcoût éventuel du bio, comment convaincre les habitants? Est-ce Je que sais pas. Julien, toi qui t'es engagé sur ce sujet un petit peu, est-ce que tu veux compléter? Tranquille. Oui, je complète le message de Sophie. Beaucoup de GAB ont mis en place ou continuent à mettre en place ce qu'on appelle des défis foyers à Mm. alimentation positive. Il y avait une question qui concernait la mise en place des défis dans le Finistère, d'ailleurs, Jérôme. Mm. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les exemples. Mm. C'est quelque chose qu'on a beaucoup fait ces 10 dernières années, qu'on fait nous un petit peu moins dans le Morbihan. L'idée, c'est de proposer à des groupes de citoyens d'augmenter la part de bio et de local dans leur alimentation, mais sans surcoût. Et donc, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose de faire un relevé d'achat en début de défi et un relevé d'achat en fin de défi. Et donc, on compare le pourcentage de bio et de local et on compare le prix surtout. Et on les aide, on les accompagne, eh bien, en leur proposant une visite de ferme pour les motiver, parce qu'une visite de ferme, c'est toujours motivant. Et puis, on organise également un atelier cuisine, une conférence diététique, etc. Pour qu'ils changent un peu la manière dont ils s'alimentent. Alors, sachant qu'il n'y a pas de secret, hein, si vous voulez consommer bio et local sans surcoût, il faut cuisiner davantage. Voilà, c'est un peu ça le secret, hein, mais voilà, c'est pas évident, on n'a pas le temps, enfin bon, voilà, tout ce qu'on connaît. Mais quand on prend le temps, eh ben, on s'aperçoit qu'on a des résultats spectaculaires, hein. Donc, en fait, nous, on a mené une dizaine de défis en 10 ans sur le Morbihan. Euh, euh, Toutes les villes où le défi a été mené, le défi a été relevé globalement. C'est-à-dire que en moyenne, il faudrait que je reprenne les chiffres globaux, je vous posterai le tableau. On a un tableau qui récapitule les défis. En moyenne, les gens arrivent à augmenter de 20 points leur consommation de bio, avec des coûts de repas qui restent stables, voire qui baissent. Voilà. Donc en fait, ça demande un petit pas de côté dans la manière dont on s'alimente, c'est sûr. Il faut changer les magasins où on se fournit, il faut peut-être multiplier les sources d'approvisionnement, il faut cuisiner davantage, mais à ce compte-là, on arrive à manger bio sans surcoût. Et puis, pour les collectivités, ben, on a aussi des très très bons résultats parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'augmentation du coût matière est en général compensée très largement par la baisse du gaspillage. On a Cathy avec nous de la MAB qui connaît bien ces dispositifs et qui a des problèmes de connexion, mais qui a rédigé un petit papier dans le chat et on pourra peut-être vous mettre des éléments supplémentaires sur ces défis foyers, alimentation positive dans le mail qu'on vous enverra et dans les ressources qu'on vous transmettra. Je crois que Laurent, tu avais une autre question éventuellement. Oui, peut-on interdire les produits phyto sur le territoire d'une commune? Qui se lance? Il y en a qui ont essayé.
Euh, Peut-être de dire que un des dispositifs qui existe pour une commune, au moins sur le foncier communal, c'est l'outil bail rural, dans lequel on peut mettre des clauses environnementales. Et donc ça, c'est un outil qui est à disposition. Voilà, évidemment, ça peut pas s'appliquer à l'ensemble des terres dont la commune n'a pas la propriété. Et puis ça doit se faire au moment où le bail est de nouveau renouvelé et signé avec l'exploitant. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui sont possibles et qui sont à la main de la commune et qui traduisent un engagement fort parce que clairement, mettre ça mettre une clause environnementale dans un bail rural, c'est un engagement fort et qui imprime et qu'on soutient évidemment, mais voilà, qui atteste de l'engagement de la commune et qui donne un signal sur le territoire. Mais après, de manière unilatérale à l'échelle de tout votre territoire communal, à ma connaissance, c'est pas encore quelque chose qui est possible. Et rien que peut-être certains d'entre vous ont connaissance de ce qui se passe actuellement dans la négociation du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau sur la Vilaine. Voilà, il y a des avancées sur les aires d'alimentation de captage avec une restriction très forte de l'utilisation des pesticides. Et clairement, c'est pas, Quentin, peut-être tu pourras me compléter, mais c'est pas si facile que ça parce qu'il y a des pressions fortes de tenants d'une autre type d'agriculture. Je sais pas si on passe sur une autre. Ouais. Yep. Pour compléter, il y a le bail agro-environnemental, il y a un autre dispositif qui s'appelle l'ORE, Hmm. l'obligation réelle environnementale, qui permet aussi de sanctuariser des espaces du foncier agricole en termes de pratique. Mais ces deux outils, comme vous disiez, ne sont pas des outils qui sont dans la maîtrise, dans la compétence d'une commune et qu'elle peut appliquer de manière uniforme sur les territoires. C'est vraiment dans la notion d'une location où qu'on va poser des clauses environnementales ou un particulier qui va figer des terres dans le temps pour que on s'assure qu'il y ait des pratiques qui seront définies en amont sur ces terres-là. Vous pourrez aller chercher dans une petite recherche rapide l'exemple de la commune dont j'ai oublié le nom, mais dont le maire était Daniel Cueuf, qui avait tenter de rentrer sur ce terrain-là, de l'interdiction de d'épandage près des écoles. Et bon, il a été débouté parce que ça surpassait les compétences d'un maire. Et donc, l'État a attaqué cet arrêté communal. Donc, ce qui a fait jurisprudence après sur ce sujet-là. Donc, voilà, c'est pas encore dans les capacités d'un maire de faire des arrêtés municipaux pour ce genre de pratique. Peut-être de compléter l'outil à disposition des communes, c'est la préemption, qui peut à certains moments sur des terres stratégiques être une solution pour se dire voilà, il y a des terres qui entrent en transaction. Nous, on y voit un enjeu et en tant que commune, on exerce notre droit de préemption avec derrière l'enjeu de trouver un exploitant ou une exploitante, un porteur de projet qui viendra y mener un projet agricole qui correspond à la philosophie que vous avez envie de porter. Et dans le chat est précisé par notre collègue Sophie, justement, la démarche que l'on doit avoir, et c'est bien la philosophie dans laquelle nous on travaille en tant que réseau bio, c'est cette idée d'amener collectivement la transition, le changement, et donc du coup de construire avec l'ensemble des acteurs et de pas être dans des choses qui sont descendantes et qui peuvent être clivantes au maximum. Après, malgré tout, voilà, vous avez certains leviers ou vous aurez certains leviers qui peuvent donner un sens, un cap. Mais autour de ça, il faudra construire pour emmener l'ensemble de votre territoire, si c'est votre objectif. Moi, je voulais apporter une précision sur une question qui a été posée concernant comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut répertorier et connaître donc sur le territoire communal les terres agricoles non exploitées. Il y a eu une réponse de Jérôme, effectivement. Pour compléter, il y a des intercommunalités qui, dans le cadre de leur plan alimentaire territorial, PAT, alors voilà, c'est élection municipale et intercommunale. L'intercommunalité, elle a des leviers aussi. Les intercommunalités peuvent mettre en place, enfin, elles doivent normalement mettre en place un plan alimentaire territorial. Et dans ce cadre-là, il y a certaines intercos qui ont mené des enquêtes sur le potentiel foncier qui existe sur les communes. Voilà. Donc l'interco peut prendre ça en charge, hein, ce fait de répertorier le potentiel. Je ne vois pas d'autres questions et je vois l'heure qui tourne. Par contre, si d'autres personnes ont des obligations, on va essayer de rester dans nos horaires et je te propose, Guillaume, de passer à la dernière partie Oui. afin qu'on puisse respecter nos engagements horaires.
Ouais. Bah, tout d'abord, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce temps d'information et merci pour les questions que vous avez pu poser. Pour nous, c'est quelque part ce temps d'information qui est enregistré en plus va permettre enfin, de lancer ou de renforcer les actions qu'on a déjà commencé à mener dans le cadre des élections municipales. On espère que vous y avez trouvé des informations qui vous seront précieuses dans la construction de vos projets si tel est le cas, et aussi dans votre capacité à les argumenter, parce que voilà, on est bien conscient aussi que vous allez devoir le porter auprès des habitants de vos territoires. Donc voilà, on est là à vos côtés pour vous outiller, vous aider à argumenter. Euh, Peut-être si on devait résumer quelques points, aujourd'hui pour nous, il n'y a pas de débat, la bio c'est une réponse éprouvée face à des enjeux que vous allez devoir, auxquels vous allez devoir répondre dans le cadre de vos actions municipales et communautaires. On souhaite aussi appuyer sur le fait que c'est un investissement rentable pour la collectivité. C'est un investissement d'avenir qui induira des économies à terme et qui contribuera à générer une activité économique, enfin, à un développement économique non délocalisable. Voilà, ça, c'est des éléments qui nous paraissent fondamentaux. On sait aussi qu'on trouve intéressant de mettre en perspective, voilà, les leviers que vous avez demain vous auriez demain en tant qu'élus municipaux communautaires, le levier foncier sur le foncier communal et communautaire, l'enjeu de la restauration collective, et aussi les orientations, les signaux que vous pouvez donner sur l'économie locale ont été donnés des exemples autour de la manière dont on sont gérés les marchés de plein vent, l'accès à des locaux particuliers, des locaux communaux, communautaires, les enjeux de la communication, etc., etc. Tout le soutien à des actions de sensibilisation de vos citoyens. Et l'autre information évidemment qu'on souhaite que vous reteniez, c'est que notre réseau, qui est un réseau qui a plus de 40 ans, est un réseau avec une expertise qui est ancrée sur le territoire. Il y a 85% des communes à peu près à l'échelle régionale qui disposent d'une ferme bio sur leur territoire. Donc il y a des relais de notre action et de ce qu'est l'agriculture biologique au plus près de chez vous. Et la carte finalement qui est après, elle symbolise cela à l'échelle nationale. Voilà, le réseau des producteurs bio, c'est un réseau national. Et tout à l'heure a été évoqué les ordonnances vertes et l'expérience de Strasbourg. Bah voilà, ça montre aussi cette force du réseau. On n'a pas la prétention en Bretagne d'avoir mené toutes les expérimentations possibles, d'avoir fait tous les projets possibles, mais aussi, on sait aussi qu'on peut aller s'inspirer dans d'autres régions, dans d'autres départements. Et voilà, on est en réseau, on en parle entre nous et on est capable de construire avec vous demain les projets qui seront adaptés aux ambitions que vous allez porter au service de cette agriculture biologique locale non délocalisable. Et pour terminer, voilà, nos domaines de compétences, vous l'avez compris au travers des exemples qu'on a pris, c'est l'expertise technique auprès des professionnels de la production agricole, le développement des filières au travers notamment du lien entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs, et emblématiquement, on parle souvent de la restauration collective comme un levier important. Et puis ensuite, il y a toute l'animation territoriale qui est un peu illustrée avec ce que l'on fait aujourd'hui, avec cette idée que on est ressources pour vous, demain, futurs élus des collectivités locales, pour vous accompagner à construire ensemble de manière opérationnelle vos programmes d'action pour les 6 ans. Et c'est quelque chose qui est à venir, c'est quelque chose qui est important. 6 ans, c'est un temps, alors c'est court ou c'est long, mais on va dire que en 6 ans, on peut quand même avoir une action impactante et donner des signaux forts vis-à-vis de la transition agricole et alimentaire sur un territoire. Donc voilà, c'est ce qu'on vous souhaitait vous rappeler. Et en guise de conclusion, vous dire que voilà, je le redis, je l'ai dit à l'instant, hein, on se lance nous dans une campagne de plaidoyer que l'on intitule Municipal Bio 2026, 6 ans pour agir. Donc voilà, elle prend à l'échelle de notre réseau dans nos départements des formes qui sont plus ou moins différentes ou similaires, mais quand même avec deux idées forces. L'idée d'agir d'ici aux élections. Et le rendez-vous d'aujourd'hui répondait à cela, avec l'idée de diffuser un plaidoyer au service du développement de la bio, voilà, donc qui est résumé dans ce qu'on vous a exposé ici, d'aller à la rencontre des territoires auprès des listes. Donc potentiellement, on sera amené à vous rencontrer sur vos territoires. Alors on va pas aller dans toutes les communes de la région, on n'en a pas la capacité, mais voilà, suivant les départements, en tout cas, l'idée c'est quand même, dans la mesure du possible, d'essayer d'aller de vous proposer un certain nombre de rendez-vous au plus près du terrain, d'avoir une communication sur les réseaux sociaux. On a aussi, pour certains départements, commencé ou on va commencer l'idée de rencontrer les partis politiques, au moins leurs représentants départementaux, et puis aussi être à disposition des listes en construction. On est conscient aussi que les élections
municipales sont des élections qui sont pas toujours, ne s'inscrivent pas toujours non plus dans cette logique de parti politique. Donc l'idée, c'est bien d'être disponible pour toutes les listes qui se construisent autant que possible. Et puis, ça a été évoqué par Quentin, l'idée aussi est de recenser les engagements pris par les listes. Donc, nos collègues du 35 ont mis en place un outil qui permet de les répertorier. Je ne sais pas quelle forme ça prendra dans les autres départements. En tout cas, l'idée, c'est aussi que nous, on prenne un peu à témoin les engagements qui seront pris pour qu'on puisse travailler autour de ça ensuite. Et puis l'autre volet, c'est la mobilisation des citoyens. On est tous, tout un chacun citoyen, mais on sait aussi que les citoyens ont un rôle pour pousser leurs élus ou futurs élus à prendre des engagements vis-à-vis des objectifs que l'on a travaillés ici. Donc voilà, il y a des outils en cours, il y a une pétition, des pétitions qui existent, il y a un plaidoyer, il y a tout un outillage qu'on va mettre à disposition. Certains départements ont mis en place un courrier qui est téléchargeable pour pouvoir interpeller les listes sur leurs engagements vis-à-vis de l'agriculture biologique. Voilà, on est en train de monter en puissance et du coup, vous allez entendre parler de nous sur cette ambition que l'on a autour de l'agriculture biologique pour la future mandature municipale et communautaire. Et évidemment, on ne fait pas tout ça pour que ça s'arrête au lendemain du deuxième tour des élections municipales. Notre ambition, c'est bien ensuite de revenir vous voir dès lors que vous serez élu et de travailler avec vous sur les bases de vos engagements pour construire un programme d'action ou des programmes d'action à l'échelle de vos mandatures respectives. Donc voilà un petit peu la feuille de route que l'on a devant nous. Et vous avez ici les contacts dans chaque département qui sont voilà, en capacité de vous orienter, de vous guider. On a aussi notre site internet qui est bien fourni en informations. Voilà, n'hésitez pas, laissez-nous vos mails si ça n'a pas déjà été fait pour pouvoir suivre nos actualités et venir nous rencontrer au plus près du terrain. Je pense, sous couvert de mes collègues, qu'on est arrivé au bout des informations que l'on devait vous transmettre. Du coup, on vous remercie encore vivement. On espère que ce temps vous aura apporté les premières informations utiles ou auront complété les informations dont vous disposiez déjà. Et on a hâte de vous rencontrer sur le terrain pendant cette période de campagne, mais aussi évidemment dès le lendemain pour agir ensemble. Merci beaucoup. Au revoir.